deux métaverses photoréalistes, impossible de faire la différence. Alors que demain tu Sandbox, tu sais que c'est dans Sandbox que ça a été fait. Développer sur Unreal Engine, ça requiert des compétences de spécialiste. Grâce à nos outils, vous pouvez développer n'importe quelle expérience. Ce soir, on va discuter de plein de choses. Mais avant de commencer, je pense qu'une petite présentation de toi peut être intéressante. Donc je m'appelle Rémi, j'ai 28 ans, je suis originaire de Marseille, je vis sur Paris désormais. J'ai rejoint Sandbox il y a 1 an, mais donc avant ça, moi je suis un ancien entrepreneur dans le jeu vidéo. J'avais monté ma première boîte en 2017 qui permettait aux joueurs de trouver des coéquipiers et de matcher ensemble pour jouer des compétitions d'e-sport. Et on avait pour ambition de venir faire du play to earn avec une crypto-monnaie qui venait reward les joueurs en fonction du temps passé et de la performance. On a fait une première levée de fonds, on a eu une grosse centaine de milliers d'utilisateurs et malheureusement la seconde levée de fonds n'a pas eu lieu, donc j'ai fermé en fin 2019. C'était plutôt cool. Je me suis ensuite éloigné très fortement du gaming pour aller bosser dans des startups dans la legal tech. J'ai fait ça pendant 1 an et demi et j'ai rejoint Sandbox l'année dernière en octobre. Et à la base, c'était pour discuter d'un projet que j'avais en tête. À la fin du meeting, il me dit bah tiens, je cherche mon directeur des opérations, donc n'hésite pas à passer et n'hésite pas à nous rejoindre. Voilà, donc depuis 1 an, je suis là-bas. Un operation manager, généralement, il intervient dans les boîtes en croissance pour structurer, pour être là, pour créer du process, faire en sorte que les gens sont dans les meilleures conditions de travail. Avoir les outils, premièrement, mais aussi avoir les bonnes ressources, avoir les bons budgets, s'assurer que le plan stratégique peut être respecté en fonction des moyens engagés, etc. Est-ce que tu peux me dire d'où te vient cette passion déjà pour le gaming et le côté Web3? Ouais, j'ai toujours été joueur. Je crois que Pokémon était mon premier jeu. J'ai fait les premières compétitions quand j'étais au lycée. Donc moi je suis quand même très axé compétition au global. Je joue très peu à des jeux d'exploration, même si j'aime ça. C'est pas le même feeling qu'il y a derrière. Et après j'ai pas mal stoppé. J'ai stoppé le jeu vidéo pendant 2017 ans à 24 ans je pense. En fait donc j'ai fait un cursus d'école de commerce classique. Et mon stage de césure, je l'ai fait chez Ubisoft en stratégie financière. Et en fait l'objectif de ce stage-là c'était de calculer le ROI de ce qu'aurait rapporté en fait le lancement d'une division e-sport à Ubisoft. Et en fait, tu arrives dans une boîte de jeux. Moi, ça faisait longtemps que j'avais plus trop touché aux jeux vidéo. Bah, comment tu re-rentres dans ce milieu-là? Et donc, j'ai racheté une Play. D'abord, ça a commencé comme ça. En fait, c'est tout con, mais quand tous tes collègues, ils parlent jeux vidéo toute la journée, si toi, tu maîtrises pas, bah, en fait, t'es un petit perdu. Donc, j'ai racheté une Play, j'ai recommencé à jouer. Ok. Et en fait, petit à petit, je suis retombé là-dedans. Et après Web3, je regarde les crypto-monnaies depuis 2013. Je vois le Bitcoin qui est à 200-300 balles. Je monte ça à mes potes. Je suis comme un fou pour mode putain, les gars, c'est le futur, c'est trop cool, etc. Et en fait, j'investis pas parce que 300 € quand tu es étudiant, c'est quand même quelque chose. Ouais. Je me connais et je sais que si je mets la main dans l'engrenage, en fait, je ne ferai pas. Parce que j'avais d'autres chats à fouetter et que l'idée, c'était pas de me focus sur l'investissement à ce moment-là. Je regarde de temps en temps, mais sans revenir dans le truc. Et c'est vraiment en 2016-2017 que là, on recommence à parler un peu Bitcoin, que j'investis avec mon père un peu d'argent. Là, je commence à réfléchir à cette idée de comment mêler blockchain et gaming pour reward en fait le joueur, pour faire en sorte que les joueurs qui passent du temps soient valorisés. The Sandbox, eh bien, qu'est-ce que c'était à l'origine et qu'est-ce que c'est maintenant? Non, mais si tu remontes aux origines de Sandbox, on parle d'un jeu en 2D, un jeu mobile, pour permettre aux joueurs de créer des expériences. Tu verrais un Minecraft en 2D. À la base, vraiment à l'origine, c'est vraiment ça. À ça, il commence à travailler avec pas mal de marques. En 2018, Animoca les rachète pour la moitié à peu près. Sandbox Mobile devient The Sandbox et aujourd'hui, on fait partie du groupe Animoca. À ce moment-là, s'opère en fait en 2018 la transition vers le Web3, vers un écosystème blockchain, un métaverse. Aujourd'hui, Sandbox, c'est un espace virtuel de 166 464 landes. Donc les landes, c'est nos parcelles de terre virtuelle qui représentent 96 mètres par 96 mètres sur 128 mètres de haut. Ça fait beaucoup là, non? Ces landes, en fait, sont les réceptacles d'expérience, que ce soit un jeu, que ce soit un concert, que ce soit un social hub, etc. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez build, donc c'est-à-dire que vous pouvez construire et développer votre propre écosystème sur une parcelle que vous avez achetée au préalable. Vous pouvez monétiser, c'est-à-dire que vous allez monétiser peut-être des actions que vous allez réaliser ou alors ce que vous allez faire dans le jeu. Vous pouvez
claim, c'est-à-dire récupérer des gains que vous avez eus en réalisant certaines actions. Vous pouvez jouer. Aujourd'hui, on est une plateforme très fortement gamifiée Exactement. et où la plupart des concepts restent des jeux. Après, il y a aussi des choses pour stake, par exemple, c'est Sand, donc la crypto-monnaie de la plateforme. Comme Rémi l'a dit, vous avez la possibilité de télécharger le Game Maker, ce qui va vous permettre de modéliser vos propres outils, objets et différentes créations que vous allez ensuite pouvoir mettre dans le jeu ou pour, ainsi dire, même les commercialiser, je crois, sur OpenSea, hein, c'est ça, hein. En fait, on a notre propre marketplace directement sur Sandbox. Dans un deuxième temps, évidemment, tout est rachetable, tradable sur OpenSea de manière classique comme tout NFT. Ça ouvre une nouvelle voie, du coup, aux créateurs de contenu. Développer sur Unreal Engine, sur Unity, ça requiert des compétences de spécialistes. Grâce à nos outils, vous pouvez développer n'importe quelle expérience limitée par rapport aux contraintes techniques que l'on a nous. Donc après, comment vous allez développer ça? Est-ce que c'est des jeux d'action? Est-ce que c'est des jeux d'aventure? Est-ce que c'est des jeux de puzzle, d'énigmes, etc. En fait, toute personne qui peut potentiellement, qui a un ordi qui permet de le faire et qui est créatif et qui a envie d'apprendre sur nos outils, peut apprendre à faire des jeux, des designs de personnages, etc. Qui fait peut-être l'unicité de Sandbox, en fait, c'est son design. À titre perso, je ne suis pas le plus grand des fans du voxel. J'ai adoré jouer à Minecraft, etc. Mais en général, je préfère jouer à un bon Assassin's Creed, bien détaillé, etc. Mais moi, je vois dans le voxel de l'accessibilité, je vois de la facilité. En fait, le voxel, c'est juste pixel, mais en 3D. C'est un art, en fait, auquel il faut s'habituer, je pense. Et ensuite, il y a une notion d'identité. Quand tu vois deux métaverses photoréalistes, c'est quasiment impossible de faire la différence. Alors que demain, tu Sandbox, tu sais que c'est dans Sandbox que ça a été fait. Probablement qu'il y a plein de gens qui en ont strictement rien à faire que de posséder leurs assets. Je pense sur notre génération. Ils veulent jouer dans un grand jeu et avoir la possibilité de trader, avoir la possibilité de s'échanger des assets, mais décentraliser tout le bordel, c'est un bonus pour la plupart. C'est un must-have pour la communauté Web3 aficionados aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'un wallet entièrement décentralisé? Inutile pour attirer la masse audience. Par exemple, tu as Carrefour qui achète une parcelle. Des fois, est-ce que vous travaillez en amont avec eux quand ils ont un projet d'achat aussi vaste? Ça dépend des marques. Ça dépend si elles nous contactent avant ou pas. Il y en a plein qui achètent directement avec des agences. Donc aujourd'hui, nous, on structure notre écosystème d'agences pour que les agences aident les marques. C'est pas notre rôle. Il faut vraiment imaginer que Sandbox, demain, ça doit devenir comme Apple. Tu n'appelles pas Apple pour t'expliquer comment développer une app sur iOS. Enfin, tu vois, tu vas te renseigner, tu vas aller chercher une agence de dev qui est certifiée, et voilà. Donc demain, il faut que ça passe exactement par la même réflexion. On a été amené aussi à discuter ensemble avec Rémi parce qu'il y a un projet à côté. Et du coup, pour ceux qui veulent le nom, c'est heroes.gg. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur le Twitter de Rémi et je crois qu'il est en bio. Hein. En fait, c'est ce projet-là qui m'a fait rentrer chez Sandbox. Parler de ce truc de comment utiliser la blockchain avec le gaming pour faire en sorte de mieux impliquer la communauté, que les gens puissent avoir des rewards et plus d'implications. Il y a eu pas mal d'initiatives avec des fan tokens, un peu comme Socios, etc. Ça a toujours planté. Ils n'en ont jamais donné aucune utilité à ces tokens. En fait, c'est tellement dommage qu'il y a des fans qui font quasiment partie intégrante de l'équipe parce que c'est eux qui légitiment la valorisation des équipes d'un point de vue financier. Et à aucun moment, ces mecs-là sont considérés. Il fait un choix, le fan, il est toujours mis à côté. Certains diront, ouais, mais le fan, il comprend rien, il est idiot, alors il n'a pas son mot à dire. Pas forcément d'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé un DAO qui vient piloter la première équipe e-sport au monde. On a lancé le Mint le 27 septembre. On a réduit la supply à 500 unités parce que justement, on voulait faire une proof of concept. Et donc, on a vendu ces 500 pièces. Pour le moment, le floor price, ça fait x2. Il n'est pas tombé en dessous des x2 depuis le Mint. Et la communauté a décidé en intégralité du jeu. Donc aujourd'hui, on est sur Apex Legends. Donc aujourd'hui, on a une top team européenne qui nous représente et on est en train de grandir. Et l'idée, c'est que les NFT holders soient partie intégrante de toutes les décisions, puissent aussi avoir un droit de veto sur les sponsors et puissent bénéficier de revenus, même si ça me plaît pas de le dire comme ça, mais de pouvoir redistribuer la valeur, disons, à la communauté aussi. Une fois que la valeur sera faite. Bah écoute, je te remercie
pour le temps passé ici. Merci encore et à très vite.